The Room, c'est un film qui a eu un gros budget, là. Ouais. C'est un budget de 6 millions de dollars. Je veux dire, la plupart des réalisateurs québécois vendraient leur belle-mère pour avoir ce budget-là pour leur film, là. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que t'as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir. Comment ça va? Ben, très bien, et toi? Super bien. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de vraiment le fun, en fait, très léger, mais tellement intéressant en même temps, le nanar. Ah, écoute, non, mais comme nous, léger mais intéressant. Hey, c'est bon ça, c'est une belle description de nous. Fait que le nanar, Félix, là, peux-tu nous dire un peu c'est quoi un peu, si quelqu'un connaît pas le terme? Ou, Ben, nanar, à la base, c'est quand même un terme très, très péjoratif. Quand tu parles d'un nanar, d'habitude, tu parles d'un mauvais film à très petit budget ou alors d'un truc qui était censé avoir un budget un peu plus conséquent, mais que pour des raisons diverses, le film est vraiment mauvais, soit par des problèmes au tournage ou par whatever quelle raison, manque de talent, peu importe. Ouais. Mais c'est ça, nanar, c'est péjoratif à la base. C'est Ouais. vraiment comme, tu parles d'un nanar, tu parles d'un mauvais film, cheap, Ouais. qui vraiment comme rate ses Ça- effets ouais. complètement. C'est ça un nanar. Après, avec le temps, ben, tu as commencé à avoir des communautés qui se sont formées, de gens qui sont des fans de nanar, dont le fameux site web Nanarland, Oui. qui existe depuis comme une vingtaine d'années. C'est un des plus vieux sites web au monde, Ouais, cette ouais, affaire-là. ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment cool. Ils étaient vraiment avant leur temps en plus pour parler de ce sujet-là. C'est vrai, comme tu Ouais. dis, c'est hot. Ça, je trouve ça cool parce que ça crée des communautés qui retrouvent. Puis les autres sont très intenses. Là, ils retrouvent des vieux acteurs cachés qui font plus pas en tout du cinéma depuis genre 20-30 ans. Tu sais, ils débussent vraiment des films cachés que. Puis tu sais, oui. Mais c'est, tu sais, dans le sens, il y a des gens, des fois, qui peuvent leur reprocher, vous riez de ces films-là, des gens. Non, pas tant. Au final, oui, c'est drôle en tabarouette. Certains films, clairement, faut en rire, mais en même temps, ils ont vraiment un vrai amour de ce cinéma-là parce qu'il y a quand même des choses pertinentes dans ces films-là. Pareil, c'est pas tout de juste dire c'est vraiment un mauvais film. Il y a quand même des contextes de production que les gens ne connaissent pas. Il y a C'est ça, c'est qu'il y a comme un paradoxe dans le nanar, en fait, parce que on s'entend que c'est des mauvais films, mais c'est Ouais. souvent des films qui sont faits avec beaucoup d'amour, Oui. puis avec une certaine naïveté, en fait. C'est ça, ça Parce- devient des films attachants, en fait. Oui, c'est ça, parce que dans les dernières années, on s'entend qu'il y a bien des trucs, des comédies ou des films parodiques, tout ça, qui sont pas très très bonnes, mais qui ont été faites vraiment dans l'optique de faire des niaiseries, en fait. Ouais. Donc, ça devient des films, c'est pas des films qu'on peut s'attacher forcément tant que ça, mais le giallo, à la base, le giallo, câlisse. Ah, ça va pas... c'est pas grave, on se réchauffe. Ça va bien aller. Le nanar, dis-je, le nanar. On parle tellement souvent de cinéma italien que Ben moi, je oui, finis que je zappe des trucs dans mon cerveau. Donc, le nanar, je disais, lui est sympathique parce que souvent, les réalisateurs qui font des nanars sont souvent ont souvent l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose qui va marcher, là. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça qui est comique, puis tu sens qu'il y a des gens qui ont travaillé vraiment dur pour ces projets-là, mais que, mon Dieu, que les résultats sont vraiment pas là, mais ils ont fait le film, c'est ça, le film existe, donc pourquoi pas en parler, tu sais? Puis je pense que c'est l'esprit qu'il faut avoir, puis aussi, c'est important, hein, on le dit jamais assez, mais c'est important aussi de voir des mauvais films. C'est important de voir des mauvais films pour, par exemple, comprendre qu'est-ce qui est pas bon, d'analyser les erreurs à ne pas faire lorsqu'on fait un film, ou tout simplement, en tant que spectateur, juste de dire, OK, ouais, ça, ça paraît que c'est cheap ou ça paraît que ça a pas... mais de comprendre les contextes de production parce que des fois, c'est facile de critiquer, mais c'est important quand même de comprendre. Tu sais, c'est pas tout qui est excusable. Des fois, des mauvais films, c'est des mauvais films, puis on n'aime pas, puis c'est tout. Mais je pense quand même que des fois, tu te dis, ouais,
C'était une drôle d'époque, c'était un drôle de les moment. les mauvaises choses, des fois, font un peu plus apprécier les meilleures. Le fait de voir des mauvais films une fois de temps en temps, ben, ça te fait encore plus apprécier les grands chefs-d'œuvre parce que ça te rappelle que faire un chef-d'œuvre, c'est pas si facile que ça. Voilà. Je veux dire, quand Ovechkin score des buts à n'en plus finir, ben on l'apprécie d'autant plus qu'il y a du monde qui passe dans le beurre et qui pogne le poteau à tout bout de champ. Fait que voilà, c'est vrai dans tous les domaines. Ben oui, tout à fait. Puis ben là, on va parler de 2 films. Toi, tu vas nous parler de The Room. Je veux parler de un des nanars les plus flamboyants des dernières années. Ouais, parce clairement. qu'on s'entend, c'est sorti en 2006 cette histoire-là, mais je veux dire, c'est tellement devenu un truc culte qu'on a l'impression que ça nous suit encore aujourd'hui. Ben, t'as encore des projections qui se font un peu partout. Ce film-là a vraiment une communauté de fans extraordinaire. Oui. Et puis, c'est le fun d'en parler aussi parce que c'est un bizarre de nanar. Ouais. C'est un bizarre de nanar parce qu'on disait tantôt, la plupart du temps, nanar, c'est un film fauché. Ouais. Une des raisons pourquoi c'est si mauvais, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de budget, c'est parce que c'est des gens un peu amateurs qui travaillent là-dessus. La plupart du temps, c'est ça. The Room, c'est un film qui a eu un gros budget, là. Ouais. C'est un budget de 6 millions de dollars. Je veux dire, la plupart des réalisateurs québécois vendraient leur belle-mère pour avoir ce budget-là pour leur film. Là. C'est quand même pas rien, 6 millions. Là. Ouais. Puis surtout quand t'es pas connu, que même aux États-Unis, là, je veux dire, tu pars de rien, t'as quand même 6 millions pour faire un film. Ouais, c'est ça. Puis, d'ailleurs, ça, c'est une des histoires intéressantes du film. D'où vient l'argent? Ça, personne n'a jamais compris parce que c'est malade, le réalisateur du film, réalisateur, scénariste, producteur et acteur principal, le légendaire Tommy Wiseau, pendant très longtemps, on savait pas d'où il sortait, on connaissait pas son origine, on connaissait pas son âge, on connaissait pas son vrai nom, on savait rien de lui. Là, aujourd'hui, on sait des choses. On sait qu'il est né en Pologne en 1955. On sait que Tommy Wiseau, c'est pas son vrai nom. J'essaierai pas de prononcer son vrai nom parce que, tu sais, les noms polonais, des fois, il y a beaucoup de Z puis de W dans des ordres un peu étranges, fait que je m'essayerai pas. Ce serait plus insultant pour les polonophones de ce monde. Mais donc, mais l'argent, lui, par contre, la provenance de l'argent, à ce jour, ça demeure toujours un mystère. Où c'est qui a trouvé le fric? Donc, le film The Room, si on s'attarde juste à la facture visuelle, c'est pas si pire que ça. Il n'y a pas d'erreur technique vraiment flagrante que tu peux voir dans des films. Non, les mises en scène sont là. C'est pas, éclairé correct, c'est cadré correct. Les décors sont corrects, quoique ils sont peut-être des fois un peu trop corrects parce que les gens s'amusent comme à spotter les décos un peu dégueulasses, les cadres de cuillère, des trucs comme ça. Des genre un peu mauvais goût. C'est ça. Bon. Mais c'est vrai que drôlement, généralement, c'est ça qui fait rire le montage, des genres de cotes un peu bizarres, surtout dans les vieux nanars, mais c'est vrai que The Room, il n'est pas nanardesque à cause de ça. Il est nanardesque à cause vraiment d'autres choses. Deux choses. Des mauvais acteurs, puis des répliques incroyables qui n'ont pas d'allure. Incroyable. Les espèces de répliques, soit répétitives ou soit totalement décalées. Je veux dire, c'est ça qui fait toute la saveur du truc. C'est le fun de se lancer des répliques de The Room. Ben oui. It's not true, I did not hit her, I did not. Oh, hi Mark. Tu sais, je veux dire, c'est des échanges comme ça surréalistes. Why Lisa? Non, c'est ça. C'est comme une réplique sous-estimée du film, selon moi, que personne ne cite jamais, mais que j'adore. Après qu'il s'est pseudo-battu avec le Mark en question, on bascule déjà dans le truc parce qu'on a trop envie d'en parler, mais je vais raconter un peu l'histoire tantôt, là, mais quand justement Tommy Wiseau se bat avec son ami Mark et puis finalement, bon, il repart en furie puis à ce moment-là, il crie qu'est-ce qu'il crie donc déjà? Everybody betrayed me, I'm fed up with this world. Et là, il s'en va. Selon moi, cette réplique-là, c'est une des meilleures du film, mais on la cite jamais, donc c'est riche, là. C'est vrai. Même dans ce qu'on parle jamais, il y a quand même des superbes belles choses à trouver. Dans ce film-là. Donc The Room, mais The Room, c'est vraiment l'histoire, pour le dire très vite, c'est vraiment comme une espèce de drame sentimental, mais le plus basic que tu peux pas imaginer. Tommy Wiseau joue Johnny. Johnny aime Lisa, mais Lisa le trompe avec Mark, qui est le meilleur ami de Johnny, et à la fin, Johnny se suicide. Je veux dire, tu peux pas faire plus straightforward que ça. Puis à ça se greffe des personnages secondaires un peu étranges que tu sais pas qu'est-ce qu'ils font là, en fait, mais ils sont tous creepy. Puis, on dirait un genre de mauvais, tu sais, parce que ça se déroule souvent dans des appartements, des places de même, des tops de buildings. C'est des genres de mise en scène un peu tu sais, ça fait très, je trouve,
tu sais, soap ou Ouais, genre, tu sais, des fois ouais, qu'on c'est verrait à vraiment télé, là, tu sais. C'est vraiment ça, c'est un soap opera mis Ouais. en film, en fait. Ouais, On c'est peut ça. vraiment dire ça de même, je Ouais, pense. ouais, clairement. Puis c'est ça qui est drôle, une facture correcte, esthétique, mais vraiment, mais c'est ça, comme tu dis, l'acting, comment que le choix des répliques, c'est tellement comique, là, tu peux pas embarquer dans un drame sentimental, là. Tu peux juste comme te laisser guider là-dedans, mais tu fais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement drôle. Et Mais le tournage a quand même été assez chaotique lui aussi, parce que Tommy Wiseau, bon, personne ne savait trop où est-ce qu'il voulait en venir, puis il a comme dépensé de l'argent sur des trucs qui n'avaient aucun bon sens. Il a filmé le film avec des caméras HD et des caméras pellicule en parallèle en même temps. Il y avait toujours comme 2 sets de caméras qui roulaient en même temps. Fait que, je veux dire, il aurait pu faire le film probablement pour moitié moins de fric, mais il s'est payé une espèce de trip artistique avec de l'argent provenu probablement d'un deal quelconque en Europe de l'Est, puis qu'on est mieux de pas trop poser de questions. C'est ça qui est mystérieux. C'est tellement comique, ce film-là. C'est ça qui est le fun, en fait, des nanars. Puis moi, je vais réenchérir après avec mon film, mais c'est des fois le film, clairement, là, c'est ça qui est comique, surtout en gang. Tu regardes un nanar, il n'y a rien de plus comique que ça. C'est décourageant, c'est drôle, tu vas rire aux larmes, mais en même temps, il y a tout le temps des contextes alentour du film par rapport aux réalisateurs, aux créateurs, aux acteurs. L'histoire du film est souvent plus intéressante que le film en lui-même. Oui. Et je vais profiter en basculer là-dessus pour en arriver à ma conclusion, parce que je veux quand même parler un petit peu du film de Disaster Artist qui a été fait comme il y a quelques années avec James Franco, puis bon, toute sa joyeuse bande, Seth Rogen, puis bon, tous les usual suspects des comédies américaines des années 2000. Là. Puis ils ont fait The Disaster Artist, qui est vraiment un film sur le tournage de The Room. Et puis le film d'un certain point, je l'admire un petit peu, parce que honnêtement, James Franco est excellent en Tommy Wiseau, puis même la manière qu'il reprend les gimmicks puis les répliques, il le joue vraiment de manière absolument impeccable. C'est du grand travail d'imitateur. Par contre, on dirait que ça m'avait dérangé un petit peu, parce que justement, on parlait de l'innocence tout à l'heure, de comment les cinéastes de nanar, souvent, ils mettent beaucoup de cœur là-dedans. Puis moi, j'ai trouvé que ce film-là, un peu, j'ai eu l'impression que c'était un peu ceux qui sont au top d'Hollywood qui se moquent des petits en dessous. Puis ça me dérangeait un peu. Puis je mettrais en parallèle, et ça permet de mentionner son nom, je mettrais en parallèle avec le film que Tim Burton a fait sur Ed Wood. Ed Wood, qui est probablement le pape du nanar, là, qui est probablement l'inventeur du nanar avec, aux États-Unis, cinéaste américain des années 50, qui a fait des films absolument... qui était quelqu'un qui travaillait un peu sur des plateaux de tournage, mais qui s'est dit à un moment donné, moi, mon rêve, c'est de devenir réalisateur et je vais réaliser. Puis il faisait des espèces de films d'horreur avec des décors en carton ridicules. Il a réussi à embaucher Bela Lugosi. Bela Lugosi, qui était vieux, drogué, couvert de dettes. Il a réussi à l'entraîner avec lui, mais pas pour abuser de lui, mais sincèrement parce que c'était un fan amoureux de Bela Lugosi. Puis le film de Tim Burton donne un portrait absolument touchant et extraordinaire de cet individu-là qui est joué par Johnny Depp, qu'on voit qui est vraiment habité par l'amour du cinéma. C'est ça qui est beau. T'as des tâcherons qui font ça que pour eux, le cinéma, c'est une job, puis ils le font pour le fric, puis s'en foutent. Mais vraiment, rendre hommage à un passionné, c'est ce que Tim Burton fait avec le film Ed Wood. Puis la relation avec Bela Lugosi, qui est joué par Martin Landau dans le film, la relation entre les deux est belle et touchante. Je veux dire, donc, moi, je mets en parallèle, mettons, de Disaster Artist avec Ed Wood. Il y a un des deux films qui est fait pour célébrer, puis il y en a un autre qui est fait pour se moquer. Mais je conclurai là-dessus, parce que toi, t'as du gros à nous livrer. Là. Ben oui, moi, de mon côté, évidemment, je peux pas m'empêcher. Je tombe en Italie, parce qu'en Italie, ça regorge de choses comme ça, des nanars, des 70s, des 80s, clairement. Je suis tombé, en fait, je regardais des listes, parce qu'il y en a tellement, puis j'étais par où commencer. Fait que, en regardant des listes, là, j'avais comme le choix de 2 films, un genre de film français, là, j'ai oublié le titre, là, mais ça va l'air incroyable, ça, faut que je me regarde ça. Mais déjà, la France, c'est pas les plus grands producteurs de films d'horreur au monde, mais là, c'est un nanar de films d'horreur, genre des années 80 en France. Ça a l'air d'un chef-d'œuvre. Donc, ça, il va falloir que je me regarde ça. Mais j'ai opté pour un film d'Alberto De Martino, réalisateur que je déteste pas personnellement déjà. J'ai vu peut-être 1 ou 2 films de lui. Puis, 1980.
1980, le film s'appelle The Puma Man, donc l'homme puma. Donc là... Déjà, c'est tout qu'un programme. ah oui, ça. Mais incroyable. Le film, en fait, là, je peux même pas vous raconter l'histoire, ça ne fait pas de sens, mais en gros, le film se veut être un film qui mélange film de super-héros et science-fiction. Parce que Alberto Di Martino, pour un peu comprendre le contexte du film, c'est un réalisateur qui est bon dans les rip-offs américains. Donc, ce qu'il faisait, les Italiens faisaient souvent ça, De Martino prenait les succès qui marchaient bien aux États-Unis, puis lui, il les faisait en Italie, puis il cachait là-dessus. Ouais, c'est le genre d'affaire que tu pouvais faire facilement avant Internet puis avant les réseaux sociaux. Tu avais juste à débarquer avec une affiche qui ressemblait un peu à l'affiche originale, c'est ça. Avec comme un titre pas le même tout à fait, mais inspiré d'eux, puis ça faisait que le public n'y voyait que du feu. Le chaland n'y voyait que du feu. Tu voilà, veux dire, c'est comme, bon, on va aller voir ça. Exactement. Et entendu parler, c'est bon. Puis là, finalement, ça en allait voir un film complètement différent, fauché, mais... Ouais. Après ça, il disait, crème, ça existe aux États-Unis, puis c'est vraiment mieux. Fait que c'est vraiment comique, l'aspect de, c'est ça, de pas de vol d'idées, mais c'est un peu ça. C'est un peu du genre de, on rend hommage, mais on cash in. On veut cash in sur des succès du moment, tu sais. Puis c'est ça, en fait, qui arrive avec The Puma Man, parce qu'à l'époque, c'est par exemple 2 ans avant The Puma Man, en 78, c'est le Superman qui sort. C'est Close Encounters of the Third Kind de Spielberg. C'est c'est ça. D'ailleurs, l'acteur principal de Puma Man a un peu une gueule à la Clark Kent. Un peu, oui, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Puis, j'ai dit Jazz, là, mais oui, Jazz en 75, mais c'est aussi Star Wars, en fait. Fait que le film se veut emprunter un peu de tout ça. Puis, ça donne The Puma Man. Puis, The Puma Man, un peu, c'est... Bon, l'histoire, en gros, là, c'est... Faut faire ça vraiment léger, là. C'est genre un gars qui arrive d'une planète, puis il y a un masque comme doré, si on veut, puis ça crée... ce masque-là permet, quand tu le possèdes, ça permet de contrôler l'esprit des gens. Fait qu'il y a toute une affaire, justement, science-fiction. Puis là, bon, t'as le personnage principal qui, lui, quand il est en costume, c'est un super-héros qui va sauver la planète. Bon, fait que c'est, en gros, là, les grandes lignes. Qui va empêcher le méchant Donald Pleasance, dont tu vas parler tout à l'heure. Pour empêcher le méchant de contrôler le masque, nous avons notre pseudo Clark Kent. Voilà. Puis, c'est fabuleux. C'est fabuleux, OK? Déjà, tu te dis, bon, il y a Donald fucking Pleasance dans le film. C'est malade parce que tu dis c'est le pire film ever, mais en même temps, tu dis Donald Pleasance, qu'est-ce qu'il fait en 78? Halloween, succès planétaire, box-office phénoménal. Tu dis bon, mais comment ça se fait que tu t'es ramassé? Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Moi je me demande déjà, premièrement, est-ce que Pleasance était là à la première du film? Puis comment il a réagi, lui, quand il a vu ça? Comment il a réagi quand il a vu que le vaisseau spatial dans la première scène, c'est un fucking ballon de volleyball qui descend? Ouais. Puis comme, avec une voix en arrière, comme « This is the legend of the Puma Man ». Oui, c'est ça. Comment t'as pu te ramasser dans un succès, genre, un nouveau succès planétaire à genre, ce film-là, en Italie? Mais... étonnamment, c'est pas mal un des meilleurs dans le film. C'est ça qui est bizarre. Sa performance est pas mauvaise. Elle est drôle parce que le film fait pas de sens. Mais il est pas mauvais, Donald Pleasance, dans le film, tu sais. Mais c'est tellement ridicule, le film. Mais c'est pas le pire. L'acting est quand même correct. C'est assez mauvais. Mais pour vrai, ce qui tue dans le film, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, les Italiens n'avaient pas les mêmes moyens que les Américains. Il n'y avait pas les mêmes contextes de production. Puis ils ont eu beaucoup de problèmes au tournage. Là, il y avait des caméras qui ont dû aller emprunter, je pense, en Allemagne. Ils voulaient faire des shots, par exemple, justement, quand que le super-héros vole. Là. Mais tu vois les cordages, ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'il y a une couche. Il est comme plié en deux, puis là, tu le vois dans les airs. Ça ne fait aucun sens. C'est tellement drôle. Mais les espèces de scènes un peu psychédéliques qu'il y a des fois où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, je regardais ce film-là. Je faisais d'autres choses en même temps parce que j'en pouvais plus. Là, mais je veux dire, à un moment donné, tu arrives, c'est comme, OK, c'est quoi les espèces de tripes de couleurs? Là? Il se passe quoi, là? Puis tu sais, t'as un personnage qui se greffe à eux, puis là, il est comme un peu... lui, il vient comme d'une autre planète. Puis là, il est comme, tu sais, il faut que tu te concentres. Puis là, ça devient full, super là, dans l'énergie. Fait que tu t'en vas dans des zones un peu bizarres de ce film de super-héros, science-fiction. C'est très mêlé, mais ça ne fait aucun bon sens. Puis écoute, les décors sont tellement mauvais, les effets spéciaux mauvais à un point tel. Je veux dire, ils ont tourné en fond bleu.
c'est dégueulasse, ça sort tout croche, c'est merveilleux, là. Fait que, je veux dire, puis la musique est pas mauvaise, mais elle est drôle, en tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, ça, c'est un fait que j'étais flabbergasté. Le gars qui fait la musique s'appelle Renato Serio. Renato Serio, c'est lui qui a fait la musique. Je commence à regarder un peu son pedigree. Et là, je vois que cet homme-là a fait la musique du parti politique Forza Italia en Italie, le parti de Berlusconi, de Silvio Berlusconi. Puis je suis comme, mais tabarnak, c'est malade! c'est juste incroyable, là. Ce gars-là fait genre, depuis m'amène la musique, un genre de film qui n'a pas de bon sens. Un nanar solide en Italie, mais avec Donald Pleasence, mais il arrive quand même à faire la musique de Forza Italia de Silvio Berlusconi. J'étais comme, ok, j'en reviens pas. D'où la magie d'Internet aujourd'hui, de découvrir ces perles-là. Puis, bref, je vais juste sortir mes notes parce que là, c'est des noms, tu sais, puis je veux pas me tromper dans les noms, mais quand je vous dis que le alentour du film me fait tellement rire, il y a des acteurs là-dedans, en fait, qui ont pas fait long feu aussi. Ouais, ben avec raison, sans doute. Avec raison, puis c'est très drôle. Quand il y a Poomaman dans ton CV, ça part mal. Puis, dans le fond, le premier acteur, vite, c'est... Bon, on a parlé de Donald Pleasence, justement. Ça c'est parfait. Ensuite, il y a eu Walter George Alton, qui a une petite carrière là, dans le cinéma, qui a fait ce film-là, puis lui, il va devenir un avocat spécialisé dans la médecine à New York. Genre, il va comme dans les cas médicinaux particuliers, je sais pas trop, ça a l'air vraiment niché son truc. Fait que lui, il joue là-dedans, puis il devient un genre d'avocat. Genre, OK, c'est non, bon. mais je suis sûr que sa mère est contente. Ben, sûrement, écoute, il doit bien gagner sa vie. C'est ça, tu sais. Mieux qu'avec le cachet de Pumamène, certain. Non, ben voilà, tu sais. Après ça, il y a eu une femme qui joue, qui s'appelle Sydney Rome. Sydney Rome, ça, c'est une actrice connue, ça. Oui, c'est une actrice connue qui a joué dans le cinéma des années 70. C'était quand même... Elle était dans Watt de Roman Polanski, entre autres. Oui, c'est vrai. L'actrice principale, ouais. C'est vrai, ouais, c'est un nom. Tu sais, ça, je te dis, c'est quand même impressionnant, tu sais, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'Alberto De Martino, c'est quand même un nom important de Italie, là, dans le cinéma biz, parce qu'il a réussi à faire quand même des films à succès, tu sais. Ben, c'est ça. Puis aujourd'hui, il y a son fils Richard qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Richard De Martino. Oui, puis il y a Yannick De Martino, l'humoriste aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est le petit-fils, hein, je pense. Ouais, le petit-fils. Dans ces ordres-là, ouais. Fait que, puis lui, elle, c'est fou parce que c'est comme, justement, une actrice, tu sais, justement, très belle femme, typique mannequinat des 70s, tu sais, le classique, tu sais, style Bond Girl de l'époque. Mais elle, c'est fou. Je lisais que au début des années 2000, elle a eu un accident de voiture puis elle a fini défigurée. Fait que quand vous allez voir des photos d'elle, ben vous allez voir des comparatifs puis tu te dis waouh, ok, c'est fou, genre, parce qu'elle a eu des chirurgies, veut pas, tout ça. Mais c'est triste à la fois. J'ai trouvé ça super triste, mais j'étais comme tabarnak, mais qu'est-ce que De Poomamen a fait à ces gens-là? Qu'est-ce que ça a fait? Fait que là... la malédiction de l'homme puma. Après, il y a eu le personnage que je vous parlais tantôt de mémoire, c'est lui, tu sais, qui arrive un peu de nulle part, puis qui lui il conseille le super-héros, puis un peu le côté guide spirituel du film. Lui, c'est Miguel Angel Fuentes, qui est un acteur mexicain, qui joue dans Fitzcarraldo de Werner Herzog. OK. Fait que j'ai découvert ça, fait que je trouvais ça intéressant. C'est comme truc. Fait tout ça, c'est il y a quelque chose de comme d'unique là, tu sais, il y a plein de monde réuni alentour de ce film là qui tu te dis OK, c'est quand même tu sais, Pleasence, Sydney Rome, Alberto De Martino, tu t'attends, mais le film est vraiment malheureusement il passe pas la barre là, pas en tout là, ouais, même en mettant la barre très basse. Tu y arrives pas là. Fait que voilà, je trouvais ça vraiment le fun de parler de ça depuis Poomamen parce que je trouve que ça répond très bien aux critères. C'est tout un peu l'inverse de The Room en fait. C'est que l'acting, oui, il est pas terrible, mais c'est pas la force comme dans The Room où l'acting est juste mauvais. Eux, c'est l'inverse. C'est les effets spéciaux. C'est dégoûtant, c'est absurde, on n'y croit pas, c'est mal fait. On voit les cordes, on voit ça. Tu sens que le décor est faux. T'sais, on est loin de Spider-Man. Là, t'sais. Non, t'es comme tu dis, frappez pas trop d'un mur, les gars, parce qu'ils vont tomber. Là, ouais, du carton. Puis, on dirait que quand tu vois le film,
je me disais, OK, il y a clairement deux gars là, l'autre bord de la cam, puis là, ils disent, OK, tire sa corde. C'est bon, tu qu'est-ce que le vous sens. Ouais, c'est ça, tu sais, tu sens, genre, que c'est le même que ça se fait. Puis tu vois, puis Alberto De Martino, je pense que j'avais lu de mémoire, là, il disait que c'était un de ses pires films, mais justement, avec le recul, à cause des problèmes techniques qu'il y a eu, ça a été l'enfer et tout. Mais c'est intéressant. Mais bref, un bon nanar là, à regarder en gang, là, ça vaut le détour. Avec The Puma Man. C'était les suggestions. Oui. Les suggestions d'Amir. Oui, et allez voir le site Nanarland, sérieusement, c'est vraiment hot. Là. Nanarland, là, ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Comme tu dis, ils font des bonnes choses aussi pour Oui. ces films-là. Les entrevues qu'ils vont faire avec chroniques, ces artisans-là, ça les met quand même en valeur. Oui. Ça leur donne un petit quelque chose. C'est un film qui est fait avec beaucoup... un site qui est fait avec beaucoup d'affection. Oui, absolument. Puis c'est cool. Ça permet de ressortir puis débusquer des vieilles choses cachées. Mais puis ça fait partie de l'histoire du cinéma. On peut pas le nier. Ça fait partie de l'histoire du cinéma. Il faut assumer. Il faut assumer certains. Fait que voilà. Donc le nanar, une partie de plaisir en gang et pour s'amuser un peu, rien de bon. Petit spécial, un petit salut spécial à Pierre-Luc Pelcha, notre bon ami à nous qui adore les nanars, puis d'ailleurs qui nous a montré Robot Vampire. Robot Vampire, tabarnouche. Ça aussi, une petite mention. Là. Ça, c'était quelque chose. Robocop, mais carton solide, papier d'alu. C'est ça, puis juste pour le dire en 2 secondes, en fait, Robot Vampire, c'était 2 films différents qui n'ont pas été achevés, mais dont on a mis les rushs, les images ensemble pour faire un film complet. Donc, tu te ramasses que tu dis Robot Vampire, c'est comme une espèce de faux Robocop en papier d'aluminium. Mais sachez que le faux Robocop, tout le long du film, tout ce qu'on le voit, c'est marcher dans le bois puis tirer sur des arbres. Et je croise jamais personne parce que c'est pas le même film. Il croise jamais les autres personnages parce que c'est pas le même film. C'est tellement comique. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Comique. Mais c'est ça qui est intéressant, même encore une fois dans cet exemple-là, c'est souvent ça, disons, la formule du nanar, c'est de cacher on sur des succès. Donc, qu'est-ce qui arrive avant ce film-là, Robot Vampire? Ben, c'est Robocop de Verhoeven, là, qui est un succès. Mais tu dis de cacher sur des succès, mais sur tout, en fait, sur n'importe quel bout de pellicule qu'on peut avoir, essayer de faire quelque chose autour de ça. Oui. Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, dont on parlait tantôt, c'est juste parce qu'il avait filmé quelques images de Lugosi, puis qu'il s'est dit, ben là, il faut que je fasse un film avec, mais là, il y a quoi? Il y a 30 secondes de trucs, fait qu'il décide fait qu'il bâtit un pseudo-truc de science-fiction dans lequel il insère les quelques images qu'il a filmées avec Lugosi. C'est ça, c'est du rafistolage, on y va comme on peut, mais c'est ça qui paraît, puis tu le vois dans le montage, tu vois dans la qualité, le son, c'est vraiment de la magie. Il n'y a rien de subtil, mais oui, il y a un petit côté magique là-dedans aussi. Ouais, tout à fait. Fait que, ben voilà le nanar cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez vous abonner sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, on est partout. YouTube, bien sûr. Puis, merci mon cher Félix. Et merci à Richard, notre tech, qui nous donne un coup de main aujourd'hui. Merci Richard. Merci Pierre-Luc. Merci tout le monde. Merci Amir. Merci à toi. Bonne semaine. Shit the bed. Well, howdy, folks. Come on in.